c'est plus risqué de ne pas avoir de Bitcoin que d'en avoir. Et c'est un discours que maintenant BlackRock tient. Si on n'a aucune place de marché en France, ça veut dire que tous les Français, le jour où il y a un problème, ils devront demander l'avis d'un étranger pour savoir s'ils ont le droit d'acheter du Bitcoin. Il y a des exchanges qui sont sur liste noire, ils sont inscrits sur la liste noire de l'AMF, et ils viennent à des événements physiques à Paris avec des stands. En fait, si vous venez chez nous, tant mieux, mais on ne pourra pas être compétitif, étant donné nos atouts structurels, par rapport à des plateformes offshore qui vous proposent des frais dérisoires et qui vous proposent un casino et des leviers x100. On ne pourra pas l'être. Salut à tous et bienvenue sur Crypto Coulisses. Cette semaine, j'accueille Alexandre Stachenko, le nouveau VP stratégie de Paymium. Directeur de la stratégie. Directeur de la stratégie de Paymium. Alors Alexandre, toi, tu étais avant cofondateur de Blockchain Partners qui a été racheté par KPMG. Tu es parti il y a un petit moment. Tu as eu ta petite période où tu as fait, j'imagine, des projets à gauche à droite. Et là, récemment, tu as rejoint Paymium, donc le plus vieil exchange peut-être en circulation, exchange crypto. Tu as rejoint en avril. Alors moi, pour la petite anecdote, j'ai bossé pour Paymium, petit disclaimer, entre septembre à peu près 2018 jusqu'à on va dire octobre-novembre 2019. Donc voilà, je trouve ça intéressant de savoir quelles sont les raisons pour lesquelles tu as rejoint Paymium, c'est quoi l'idée derrière, quelles sont tes ambitions. Donc voilà, on va parler de tous ces sujets-là aujourd'hui. Bonjour Gary, merci de m'inviter. Avant qu'on revienne justement sur comment vous pensez vous différencier et comment toi tu peux apporter quelque chose à Paymium, j'aimerais un peu revenir sur ton parcours. Donc toi tu as quitté Blockchain Partners, tu as fait quoi avant de rejoindre Paymium? C'était quoi un peu tes... Alors, moi, ce que j'ai fait, j'ai fondé Blockchain Partner en 2015, qu'on a amené jusqu'à une vingtaine de personnes en 2021. Donc, c'était un cabinet de conseil spécialisé sur les enjeux crypto, blockchain, voilà, surtout pour les grandes institutions financières. Pas que, les grands groupes du CAC 40 et directions financières, etc. Et en 2021, du coup, on a cédé l'entreprise à KPMG. Je suis resté 2 ans directeur de la BU crypto chez KPMG, donc avec une clientèle assez similaire, exécutive, institution financière, voilà, direction financière de grandes boîtes, etc. Où on les accompagnait. Alors, c'était pas une boîte de conseil au sens financier, c'est pas est-ce qu'il faut acheter ou faut pas acheter, c'est une boîte de conseil plus au sens stratégique, c'est-à-dire vous êtes une banque, en fait, il y a des cryptos qui émergent, c'est un nouveau marché, il y a des gens qui achètent, qui sont les nouveaux investisseurs, quels produits on fait pour les atteindre, voilà, dans quel BU on passe, est-ce qu'on fait de la banque privée, est-ce qu'on fait de la banque de détail, est-ce qu'on fait de la banque d'investissement, voilà, il y a plein de questions qui se posent d'un point de vue stratégique sur comment adresser un marché comme celui-ci. Donc c'était plutôt ce genre de conseils, de formation qu'on offrait et du développement technique aussi, notamment chez Blockchain Partner et puis par la suite après des audits techniques. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. 2023, j'ai quitté KPMG, donc effectivement j'ai fait 1 an de retour aux sources, on va dire un petit peu entrepreneur freelance. Donc j'ai fait plusieurs choses, j'ai fait des choses personnelles que je faisais déjà depuis un certain temps, mais j'ai pris le temps de le faire. Notamment j'ai écrit quelques livres et articles sur l'environnement et Bitcoin. J'ai un petit peu travaillé aussi sur la partie surveillance financière, même si j'ai sorti le livre un peu plus tard, donc là en mai-juin. J'ai beaucoup écrit aussi sur mon expérience dans le milieu, parce qu'en ayant fait 10 ans dans le secteur, comme j'avais aussi été fondateur de l'association des professionnels du secteur, donc aujourd'hui la DAN, mais avant qui était la chaîne Tech, en fait très longtemps, j'étais l'interlocuteur privilégié pour tout ce qui était fiscalité, réglementaire, comptabilité, etc. Donc j'ai vu beaucoup de choses, et donc j'ai beaucoup écrit sur voilà ce que j'ai vu, mon rapport avec les médias, avec les pouvoirs publics, avec bref, plein de choses. Donc ouais, t'as expérimenté ce projet et finalement après il y a eu l'opportunité Paymium. Est-ce que tu peux raconter un peu comment ça s'est passé Ça s'est passé de manière très très simple. Moi j'ai un engagement sur le sujet de la souveraineté et sur le sujet Bitcoin depuis un certain temps maintenant. Et donc j'ai croisé Laetitia dans une soirée. Laetitia Zito qui est CEO de Paymium. Qui est GM, donc directrice générale de Paymium. Donc je lui ai parlé, en fait, parce qu'elle venait de passer sur BFM Business, donc je lui ai dit, donc passer, c'était bien et tout. Et puis je lui ai donné un peu mes états d'âme sur Paymium, sur lequel je disais, c'est dommage, c'est une boîte qui est ancienne, 2011, qui était là avant tout le monde. Et pourtant, ça ne se retrouve pas en termes de position dans le marché, concurrentiel par rapport à des acteurs étrangers. Il y aurait plein de choses à faire, X, Y, Z. Et en fait, à ce moment-là, Laetitia me dit, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, je crois que tu ne fais rien en ce moment. Et donc j'ai dit oui, effectivement. Et comme ça matchait toutes mes cases, à savoir une boîte Bitcoin first, parce que je voulais pas faire du casino à shitcoin ou une ICO ou whatever. Et en plus, c'était français et sur un segment dont je dis depuis beaucoup d'années que c'est crucial pour la souveraineté, parce que autant, voilà, si un courtier est à l'étranger,
on s'en fiche en fait. Il est en aval dans la chaîne de valeur. À l'inverse, si on n'a aucune place de marché en France, ça veut dire que tous les Français, le jour où il y a un problème, ils devront demander l'avis d'un étranger pour savoir s'ils ont le droit d'acheter du Bitcoin. Et ça, c'est plus problématique si on part du postulat, ce qui est le mien, que Bitcoin va avoir une importance de plus en plus grande dans la finance internationale, dans le commerce international, comme étalon de valeur, comme étalon de réserve. On se projette, je sais pas moi, dans 10-15 ans. Tiens, on a fait un truc que les Américains n'aiment pas, ils peuvent très bien dire hop, on ferme le robinet, vous n'avez plus accès au commerce international. C'est quand même embêtant d'un point de vue de la souveraineté. Donc moi, ça me semblait important au moins d'essayer, d'apporter ma pierre à l'édifice, de dire ok, moi j'ai un positionnement d'analyste, une expérience de consultant, j'ai à la fois fait de la start-up, mais j'ai vu les grands groupes, etc. Je connais les institutionnels, je connais les grands groupes. Donc je vais essayer de voir comment on peut apporter un regard neuf sur le positionnement, la stratégie, le marché, la direction, où est-ce que ça va, et voir si on peut effectivement essayer de lancer une dynamique, une nouvelle dynamique sur Paymium. Ok. Est-ce que tu peux donner peut-être un état de l'art à l'instant T? À quoi ressemblait Paymium quand tu es arrivé? Enfin, c'est quoi en gros les problématiques? Les problématiques sont un peu celles que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a le marché très très concurrentiel. Et puis surtout, Paymium a fait des choix courageux qui n'ont pas été, je dirais, récompensés par l'environnement autour d'elle, de lui, je ne sais pas comment on dit, d'elle, la boîte d'entreprise, notamment le fait de rester en France. Et ça, travailler avec des partenaires bancaires français, de base. D'essayer, parce que ça, c'est... Parce que, comme tout le monde, je crois que Paymium en est à une dizaine de fermetures de comptes bancaires, donc c'est pas nouveau. Le problème continue en 2024. Donc effectivement, le choix a été fait de manière courageuse, aussi parce que c'est les valeurs de Pierre Noisa, donc qui est le fondateur, de dire non, on ne cédera pas aux sirènes, on n'ira pas aux Seychelles, on n'ira pas à un endroit offshore, on veut faire la chose en France parce que non seulement il y a un engagement sur la souveraineté française et européenne, mais en plus il y a aussi un engagement pour Bitcoin. C'est-à-dire qu'il y a un gros problème de décentralisation de Bitcoin s'il reste 3 plateformes qui sont toutes à New York. C'est quand même problématique. Donc on a besoin qu'il existe des players décentralisés en fait, dans tous les pays, autant que faire se peut. Et donc il n'y en a plus en France à part nous, donc il faut qu'on y aille. Donc on a fait ce choix courageux, et le problème c'est que, comme je le disais, ça n'a pas été récompensé comme ça aurait dû l'être, c'est-à-dire que normalement, dans la théorie, il y a beaucoup d'acteurs qui n'ont pas le droit d'opérer en France, en fait, tout simplement, mais qui le font quand même. Et l'autorité des marchés financiers n'a pas les moyens d'aller les chercher. Est-ce que tu peux donner des exemples d'exchanges qui sont sur liste noire finalement en France et qui opèrent quand même Je ne vais pas donner de nom, les gens pourront vérifier, mais par contre, il y a des exchanges dont chacun pourra reconnaître de qui je parle, des exchanges qui sont sur liste noire, ils sont inscrits sur la liste noire de l'AMF, c'est même pas qu'ils ne sont pas connus de l'AMF, ils sont sur la liste noire. Et ils viennent à des événements physiques à Paris avec des stands. C'est pas normal. Tu vois, il y en a, ils ont déployé 100% de leurs ressources au développement commercial pour créer cet effet boule de neige sur la liquidité, pendant que Paymium était contraint, contrôlé, devait respecter la réglementation. Parce que quoi ? Parce qu'on a choisi de rester en France. Mais donc c'est beaucoup plus facile d'aller au centre de Paris, toquer à la porte de Paymium pour dire est-ce que vous respectez bien la réglementation ? On va vous faire un petit contrôle d'1 mois et demi, histoire que vous dédiez bien 100% de vos ressources à ça. Pendant ce temps-là, le concurrent aux Seychelles, il fait ce qu'il veut. Et ensuite, il arrive sur le marché français et il s'en fout. Et l'AMF n'a pas les moyens, en fait. Même si elle voulait le faire, elle pourrait faire quoi ? Est-ce qu'elle va aller aux Seychelles, l'AMF ? Non. Donc, en fait, il ne se passe rien. Dans les plateformes préférées des Français aujourd'hui, les plus utilisées, il y en a plein qui n'ont pas été réglementées jusqu'à il y a encore pas longtemps. Il y a une grande plateforme internationale aussi qui avait été accueillie en grande pompe à Bercy, alors qu'il n'avait pas l'enregistrement PSAN. Donc, non seulement la réglementation a péché, mais en plus, les pouvoirs publics ont péché parce que ils ont joué avec l'écosystème français. À ce moment-là, j'avais déjà écrit un article sur mon LinkedIn qui s'appelle Harakiri, comme le journal qui avait donné son nom à l'article, en tout cas dans les années 60-70, parce qu'on était quand même sur un événement dans lequel on accueille à Bercy, devant un parterre d'entrepreneurs français. En plus, l'événement avait lieu en 2 temps. D'abord, il y avait une table ronde des entrepreneurs français pour dire ce qui allait, ce qui n'allait pas en France. Donc on a des talents, c'est formidable, c'est cool. Par contre, en fait, on n'a pas de compte bancaire. Les assureurs veulent pas de nous. Les comptables nous jettent. Donc le droit n'est pas respecté. On peut passer. Le ministre n'est pas venu. Il n'a pas écouté. On s'en fout. Il n'était pas là. Une fois que la table ronde est finie, on a tous attendu 30 minutes supplémentaires parce qu'il était en retard en plus. Et quand il est arrivé accompagné du patron
qui a fait 4 mois de prison depuis, aux États-Unis. Il s'est posé sur scène en disant nous, on est très vraiment blockchain nation, c'est super. Accessoirement, Bitcoin n'est pas une monnaie, le Salvador n'est pas un pays, mais je voudrais laisser la parole à mon collègue en anglais, retransmis sur sa chaîne YouTube, pendant que les entrepreneurs français au premier rang n'ont pas de compte bancaire. Ouais. Alors, c'est lunaire. En fait, je ne sais pas si les gens se rendent compte, c'est lunaire. Ouais. Donc toi, tu dédies 50%, 60% de tes ressources à faire de la conformité. Tu peux pas faire du développement commercial. Donc tu t'attends, et puis toi tu te dis je le fais parce que comme ça au moins après j'aurai un marché où je pourrais mettre en avant mon sésame. Que nenni. La loi n'est pas enforced, elle est mise en place que sur les acteurs français parce qu'ils sont faciles à trouver. Donc à partir du moment où même les pouvoirs publics ne jouent pas le jeu, effectivement c'est un choix qui a été courageux mais qui s'est heurté à la réalité que quand quelqu'un arrive en France en disant je vais mettre 100 millions d'investissements, il semblerait que les pouvoirs publics n'en ont pas grand-chose à faire de est-ce que les banques respectent la loi, est-ce que l'entreprise en question respecte la réglementation. Non, je vais prendre les 100 millions, il se trouve qu'il y a une campagne présidentielle dans 6 mois, c'est pas mal de l'annoncer. Donc non, c'était absolument lunaire. Et donc il y a plein de facteurs exogènes qui ont joué sur la vie de Paymium en l'écrasant. Et puis après, il y a une question de stratégie. C'est pour ça aussi que je suis arrivé. C'est une boîte qui a été très focalisée sur le fait d'avoir un bon produit technologiquement indépendant. Et ça, je pense que c'est une décision qui est aussi forte parce que ça consacre des ressources, en fait. On met des ressources pour ne pas juste plugger 28 technologies étrangères. Et puis voilà, si on vend de la souveraineté, à un moment donné, il ne faut pas que le moteur en lui-même, que la boîte soit domiciliée en France, mais que le moteur puisse être arrêté par un tiers. Donc la custodie, on le fait en propre, sur notre techno à nous, ce n'est pas une techno de quelqu'un d'autre. Le moteur de trading, c'est en propre, ce n'est pas la techno de, Euronext. On fait les choses en propre. Maintenant, c'est une question de mesure, c'est-à-dire que oui, c'est important de faire les choses en propre sur ce qui est core business. Peut-être il y a d'autres choses qu'on peut plugger qui sont moins core business et ça nous permet d'aller plus vite. En tout cas, il y a un état de fait qui était celui-là, avec peut-être un manque de notoriété. Beaucoup de personnes qui sont là depuis longtemps connaissent Paymium comme étant l'OG de chez OG. Mais dans les nouveaux qui arrivent régulièrement dans le monde crypto, en fait, il y en a beaucoup, ils ne rentrent pas du tout par la porte Bitcoin, ils rentrent par la porte je vais faire un x10 sur un coin à la con. Ou juste je vais m'exposer à quelques coins, ETH, Sol, etc. Et effectivement... Au départ, jusqu'à il y a encore... Enfin là, typiquement, nous, on a des stablecoins depuis cet été. On n'en avait pas avant. Donc ça fait partie des décisions. Voilà, c'est important d'avoir un stablecoin. Donc on va être dans ce petit canal au milieu où on n'est pas sectaire. On sait qu'on a quand même des valeurs. Donc ça fait partie des premiers travaux que j'ai fait en arrivant chez Paymium. C'est de revenir, parce que la stratégie, c'est pas bonjour, hop, on fait une stratégie. C'est faire d'abord un audit. C'est non seulement un audit de nos assets, qu'est-ce qu'on sait bien faire, qu'est-ce qu'on ne sait pas faire, et aussi un audit de la boîte, de ses valeurs, de sa mission, de pourquoi les gens sont là. Parce qu'évidemment, si les missions sont X ou Y, on ne va pas avoir la même stratégie derrière. Donc ça a été mon premier travail de dire c'est quoi nos valeurs, c'est quoi notre mission, à quoi on sert, c'est quoi notre différence par rapport aux autres. Et une fois qu'on avait ça, la stratégie découle presque naturellement. Et donc, en partie, cette mission, effectivement, notamment dans les valeurs, on a cette indépendance, on veut être indépendant sur le sujet, et aussi on est une boîte Bitcoin. On n'est pas une boîte crypto. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'on ne fait pas de crypto ? Non, pas du tout, mais ça veut dire quand même qu'il y a une hiérarchie. C'est-à-dire qu'on est là pour Bitcoin. On est là pour favoriser l'émancipation par Bitcoin. Si pour favoriser l'émancipation par Bitcoin, la porte d'entrée de beaucoup de gens c'est Ethereum, on va rajouter Ethereum. Mais le but, c'est d'amener les gens vers Bitcoin. Mais donc, c'est une différence entre dire ça, c'est notre mission, donc on ne fait rien d'autre que ça, ou ça, c'est notre mission, et ensuite, on regarde à quel point on fait des compromis pour permettre à cette mission de ne pas être le capitaine du Titanic qui meurt devant et qui est content de ne pas avoir dévié de ses valeurs, mais qui est mort, quoi. Ouais. Non, je vois, intéressant. Donc, mais c'est vrai. Petite interruption pour vous dire que j'ai créé une communauté d'investissement pour permettre à chacun d'investir dans des fonds de trading crypto triés sur le volet. En moyenne, le ticket d'entrée pour ces fonds est de minimum 100 000 € et je vous permets, grâce à cette communauté, d'y investir à partir de seulement quelques milliers d'euros. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien en commentaire. C'est reparti pour l'interview. C'est vrai que tu disais, là, il y a le côté vraiment souveraineté française à 100%, que ce soit sur tous les éléments, les composants, on va dire, technologiques de la plateforme. Mais on en parlait un peu en off juste avant. C'est vrai que le retail, donc c'est-à-dire les individus, les investisseurs particuliers, c'est vrai que peut-être qu'ils ont moins ces considérations-là et que passer par un Coinbase, Kraken, Binance, c'est moins un problème pour eux. Effectivement, est-ce que jusqu'à maintenant, vous aviez un focus sur les investisseurs particuliers, ça décale ce focus sur une autre classe d'investisseurs ou sur une niche en particulier parmi ces investisseurs Oui, alors effectivement, pour reprendre le raisonnement qu'on a tenu en off,
un des résultats de cette analyse stratégique, c'est de dire, voilà, quels sont nos atouts structurels, parce qu'il faut savoir différencier ce qui est structurel de ce qui est circonstanciel. Donc on a des choses qui sont circonstancielles. Voilà, on avait une UX qu'on peut améliorer. Bon, c'est pas dans nos atouts aujourd'hui, mais ça s'améliore. C'est pas un truc qu'on peut rien faire. À l'inverse, on a des choses qui sont structurelles. On est basé en France, c'est structurel. On va pas bouger demain. D'autant que la boîte n'a pas envie de bouger et que c'est pas dans notre ADN. Donc a priori, c'est sine qua non. On ne fait pas autrement. On a une conservation, une custodie en interne. On a une ancienneté qui est inégalable. Donc on est régulé en France. On a une sécurité qui est forte depuis une dizaine d'années. Tout ça, c'est des choses qui sont structurelles. On a des désavantages structurels aussi, évidemment. Mais l'intérêt, c'est de dire, OK, maintenant qu'on a regardé nos atouts structurels, qui donc peuvent constituer un avantage différenciant, on ne va pas continuer à aller chercher des gens sur lesquels nos atouts ne leur parlent pas, mais par contre sont très sensibles à nos désavantages. Parce que ça, on est condamné à être en retard H24. Donc par exemple, on n'a pas une diversité de crypto monstrueuse. Mais en même temps, c'est structurel. On ne veut pas avoir une diversité de crypto monstrueuse. C'est notre positionnement. Parce qu'actuellement, donc, il y a ETH, une dizaine, en gros, une dizaine, ou passer par un broker pour poser ses... Alors, on est place de marché sur la paire Bitcoin-Euro. Oui, voilà. Et on est en courtage, donc avec la distinction que j'ai faite au début, sur un peu moins d'une dizaine de paires. Il y a l'Ether, il y a des stablecoins, donc USDC, Euroconvertible, il y a Litecoin, il y a BAT, il y en a quelques-unes. Okay. Voilà. Mais il n'y en a pas 10 000, ni 20 000, ni 50 000, ni beaucoup. Et donc on sait que, supposons qu'on aille dans cette direction-là, on est condamné à être un hamster dans sa roue. Parce que le jour où j'en liste 5 000, mon concurrent il en a 10 000, quand moi j'en liste 10 000, il en a 100 000, je suis en retard tout le temps. Ouais. Et puis combien même t'en listes, je sais pas, autant que tu veux, il manquerait après d'autres fonctionnalités, pas sur d'autres plateformes d'échange. Donc en fait, tu sais que t'as d'avance perdu ce jeu-là, quoi. Exactement. Donc en fait, c'est juste un deuil à faire. C'est de lever la tête du guidon pour dire, est-ce qu'on est en train de faire une course qui vaut la chandelle ? Parce que si on sait que structurellement, on va être en retard sur ce truc-là, ça sert à rien. On va pas continuer à mettre des ressources sur un truc sur lequel on sera jamais le meilleur. Donc, pour le coup, sur une catégorie importante des retail, notamment les early adopters, qui sont, pour moi, on est en train de passer le cap. Là, on change, maintenant on va sur les autres, mais en tout cas, pour l'instant, il y a surtout des early adopters. Les early adopters, ils sont là pour faire des leviers, pour faire du Shiba, pour faire de... Voilà. En tout cas, ils rentrent par cette porte-là. Moi, j'aimerais bien qu'ils fassent plus de Bitcoin, mais ils rentrent par cette porte-là. Après, bon, moi, j'ai un discours un peu plus nuancé. Il n'y a pas que des gens qui vont faire du crypto-casino, tu vois. Il y en a beaucoup. Oui, mais je pense qu'il y a quand même un juste milieu aussi. Tu vois, il y en a beaucoup qui vont faire l'investissement dans quelques cryptos. Dans le parcours, c'est rarement j'entre par Bitcoin. Oui, c'est souvent j'entre par autre chose, pour l'adrénaline, pour le court terme, et ensuite je me calme. D'investissement, tu vois, je vais acheter un peu d'Ether, un peu de Solana, un peu de... Un néophyte, j'ai rarement vu un néophyte qui arrive en me disant je vais mettre un peu de trucs, machin. Non, ce que je croise, c'est plus... casino, en fait, il y en a, ils ne cherchent même pas à comprendre. C'est genre, quand ils viennent voir, c'est est-ce qu'il faut que j'achète du sol ? C'est genre, je sais pas, fais ta due deal, enfin, qu'est-ce que tu veux que je dise ? Donc, le truc, c'est qu'il y a vraiment ce côté où, pour beaucoup de néophytes qui regardent le monde crypto de loin, en fait, crypto, c'est un paquet. C'est homogène, voilà, il y a des coins dedans, puis c'est le casino, j'en prends un, j'en prends l'autre, il y en a un qui monte. Du coup, il faut que je demande à un connoisseur lequel je prends, lequel va faire x10. Et même dans les parcours personnels de chacun, mais des gens dans l'écosystème, il y en a beaucoup. Moi, c'est mon cas, je suis arrivé par Ethereum, je suis pas arrivé par Bitcoin. Il y en a plein, ils te disent, voilà, j'ai fait casino, j'ai fait des leviers, j'ai tout perdu, j'étais frustré pendant un an, après je suis revenu, et en fait, c'est intéressant. Ça, c'est un parcours qui est assez classique. Il y a très peu de gens. Je pense que dans les premières années, il y a des gens qui sont arrivés par Bitcoin, parce qu'il n'y avait que Bitcoin. Mais dans ceux qui arrivent là, ils arrivent par les NFT, par le métaverse, par les coins chelous avec des chiens dessus. Voilà. Et après, l'objectif, c'est de leur dire, voilà, c'est mignon, maintenant vous revenez sur un truc sérieux, parce que sinon, vous allez vous faire plumer. Et juste une question par rapport à ces personnes-là, vous n'êtes pas posé la question de leur proposer des indices, dire par exemple, il y a un indice même coin, un indice coin exotique, un indice reward asset, pour permettre à ces gens-là d'investir s'ils connaissent rien et juste investir sur un marché plutôt que de faire du stock picking. Alors, j'ai deux réponses. La première, c'est qu'en soi, on n'est pas fermé à l'idée d'indice. Ça peut être une bonne idée. Mais en revanche, je suis en désaccord avec l'hypothèse qui est formulée presque dans ce raisonnement-là. C'est-à-dire, comme ça, ils peuvent investir s'ils ne comprennent rien. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Non, effectivement. C'est pas investir s'ils ne comprennent rien, mais au moins, c'est leur dire, voilà, plutôt que faire du levier, etc., c'est au moins, tu as moins ce risque de te faire liquider, quoi, parce que tu vas plus... acheter si tu achètes un asset, tu ne te feras pas liquider sauf si tu es en levier. Oui. Mais alors, je réponds de manière détournée à ta question, mais
une des raisons pour lesquelles sur la cible retail, qu'on se méprenne pas, hein, ce que j'étais en train de dire, c'est pas on abandonne le retail, c'est pas vrai. La suite de ma réflexion nous amenait à dire que, et je peux redévelopper, mais du coup je refais mon petit virage, mais nous amènera plutôt à développer les institutionnels parce qu'on a des atouts structurels qui sont alignés avec ce que eux souhaitent. Oui, parce que eux, le fait que vous soyez en France, c'est vraiment en fait, pour eux, c'est même pas un désavantage, c'est une condition. C'est une condition. Alors que il y en a beaucoup maintenant, ils veulent pas traiter avec des plateformes étrangères parce que, parce que depuis quelques années, on se rend compte que la souveraineté, c'est pas un truc de facho, c'est un truc de, j'ai pas envie que mon business tombe à l'eau parce que j'avais qu'une seule dépendance avec un seul tiers et à l'étranger. Donc, je reviens tout à l'heure. Mais donc, pour revenir sur les retail, ça veut dire que nous, on va se focaliser sur des cibles dont on estime qu'elles peuvent être sensibles à notre discours Bitcoin First. Et donc, on essaye de faire cette distinction autant que faire se peut, on n'est pas les seuls, mais on essaye de la faire en disant de manière pédagogique et pour répondre aussi à certaines interrogations. Je voyais que récemment, l'AMF et l'OCDE travaillent ensemble parce qu'en fait, ils s'inquiètent. Ils disent, en fait, sur tous les nouveaux investisseurs qui sont arrivés depuis 2020, depuis le Covid, et il y en a beaucoup, en fait, plus de la moitié, leur actif préféré, c'est la crypto. Et donc, ils sont en panique. Ils disent, mais c'est pas normal. Ça fait 60 ans que tout le monde met en 60-40 equity obligations. Et là, on me dit que toute la nouvelle catégorie d'investisseurs, ils sont all-in sur des coins dont on ne sait même pas leur utilité. Donc, ils sont en panique. Légitimement, parce qu'en vrai, dans le tas, il y en a beaucoup qui vont avoir des mauvaises surprises. Ouais. Donc, nous, on répond d'une certaine façon à l'AMF en leur disant, en fait, on partage le même combat. Bitcoin n'a jamais arnaqué personne. Donc, c'est beaucoup plus sain de dire... En fait, la jeunesse va vers les cryptos, l'adoption elle est inarrêtable, hein, il y a un moment donné il faut faire le deuil, la Chine l'a interdit, le machin, ça ne marche pas. Le truc est là pour rester, faites le deuil. Une fois que vous avez fait le deuil, est-ce que vous préférez que les gens mettent 10 € par semaine sur Bitcoin parce que dans 10 ans ce sera toujours là, ou est-ce que vous préférez qu'ils fassent du casino en mode VC, qu'ils ne sont pas, sur des coins en disant je fais presque du stock picking mais version quel chien est le meilleur, pour savoir combien d'argent ils vont gagner. Je caricature à peine parce que leur première source... Non, parce que justement ça me fait marrer parce que justement tu caricatures à peine et il y a une vraie vérité là-dedans. Oui, et c'est inquiétant. Et c'est inquiétant parce que du coup en plus t'en as plein qui dans leur parcours d'éducation rentrent dans les cryptos en mode c'est marrant parce qu'ils gagnent de l'argent pendant un mois. Au bout d'un mois ils ont tout perdu et pendant 2 ans ils vont venir gueuler sur les cryptos en disant c'est un scam, ça sert à rien machin. En fait non, juste t'as mis sur des coins qui sont des arnaques. Bon là deal with it, on est plein à avoir perdu de l'argent comme ça. C'est une leçon autant que faire se peut. Maintenant reprenons un discours sérieux sur pourquoi Bitcoin, à quoi ça sert, d'où ça sort, les libertés en ligne, machin. Des trucs plus profonds que juste c'est drôle. Après, si les gens veulent s'amuser, why not? Mais ce que je veux dire, c'est que d'un point de vue de l'éducation financière, en plus, les nouveaux investisseurs, ils ont comme point commun qu'en plus, c'est parmi les revenus les plus faibles. Ce sont des jeunes. Donc, c'est des gens où en fait, t'as pas vraiment envie tout de suite de les laisser allez-y, faites ce que vous voulez, vous allez tout perdre, etc. Donc, autant que faire se peut, il faut trouver le meilleur compromis entre les gens sont responsables, ils font ce qu'ils veulent de leur argent, c'est leur argent, donc il leur appartient. Mais si tu veux faire de l'éducation, c'est important de faire de l'éducation pour éviter, autant que faire se peut, que ces gens-là qui sont libres et responsables de leur investissement, fassent n'importe quoi. Donc dans ce cadre-là, nous sur la cible retail, il y a des gens où en fait, peut-être c'est triste à dire comme ça, mais ce ne sera pas notre priorité parce qu'on sait qu'ils ne sont pas sensibles à notre discours. C'est effectivement une personne qui vient là pour faire du casino. Elle ne sera pas sensible à notre discours, ou du moins tant qu'elle n'a pas tout perdu. Je ne peux rien faire pour elle. Moi, je peux avoir un discours public, ce que j'essaye de faire, mais je ne vais pas dédier des ressources d'acquisition à aller chercher des gens qui vont voir, venez sur une plateforme régulée en France, ils vont rigoler et ils vont faire « c'est pas assez d'adrénaline tout ça, hop, je vais en offshore sur liste noire ». Eux, par contre, dans 2 ans, ils viendront sur une plateforme française après avoir tout perdu en disant « ah, flûte, alors je ne me rendais pas compte ». Par contre, des gens qui... donc, dans notre stratégie qu'on a annoncée, il y a une partie de gens qu'on cible quand même, les jeunes, qui ne sont pas forcément là-dessus, les parents qui voient que leur enfant va sur la crypto. Aujourd'hui, des jeunes qui ont de la crypto, même entre 18 et 25 ans de mémoire, c'est presque 40%. Ils en ont. Ils en parlent dans la cour de récré, même s'ils n'ont même pas 18 ans. En dessous, ils en parlent. Donc, il y a un peu, je fais un parallèle qui n'est pas exactement bon, mais la métaphore vaut ce qu'elle vaut, mais c'est un peu comme le sujet du contrôle parental. Quand il y avait Internet qui émergeait, où il y avait la question de soit vous mettez les œillères, en tant que parent, vous dites non, ça n'existe pas, interdit d'ordinateur, interdit de machin. En fait, vous prenez un risque que, du coup, comme ils se construisent par opposition, ils vont arriver sur Internet, pas forcément par les bons canaux. Soit vous dites, on fait de manière un peu contrôlée, contrôle parental. Vous avez accès à Internet, on vous y éduque. Regardez, attention, il y a des problèmes. Wikipédia, c'est intéressant, mais vérifiez les sources, etc., etc. Et comme ça, ils ont une éducation à Internet et ensuite, ils peuvent l'utiliser. Là, il y a un peu la même chose, même si ce n'est pas un contrôle, parce qu'on n'interdit rien, mais on a proposé ce livret jeune, par exemple, qui est de dire aux parents, vous voulez stacker pour vos enfants, vous pouvez le faire. C'est une façon de les amener vers un sujet dont
sans vous surprendre trop, c'est probable qu'ils sont déjà plus connaisseurs que vous. Vous les amenez là-dessus. Vous ouvrez un livret, c'est pas un livret parce qu'il n'y a pas de rendement, mais en tout cas un compte sur lequel vous pouvez stacker, vous leur faites un futur financier sur Bitcoin et vous pouvez éduquer. Ça évite d'avoir une rentrée. Et là, le parent est sensible à ce discours-là parce qu'il n'a pas envie que son gamin perde tout. Ouais, en mode DCA, limite en mode DCA, sur un ledger, j'en sais rien. En mode épargne, long terme, ce qu'on veut. Après, il y a d'autres publics qui sont sensibles à ce discours-là. Et d'ailleurs, c'est juste par rapport à ce produit, finalement, ça ressemble un peu à Bitstack, Stackinsat. On est un peu sur le même type de Alors, produit. on a un produit de DCA qu'on appelle le plan d'achat récurrent, mais qui est devenu un standard. Effectivement, beaucoup de gens l'ont. Là, c'est vraiment spécifique pour les jeunes. C'est-à-dire que juridiquement, si tu ouvres un sous-compte pour ton enfant, t'as un sous-compte dédié. T'as un sous-compte dédié et c'est son argent. Ok, très clair. Et donc, de la même façon que tu pourrais ouvrir un compte pour autre chose. Mais donc, tu peux lui ouvrir. Il y en a, c'est pour quand l'enfant naît, à 0 ans, boum, ils ouvrent un compte pour leur enfant et ils mettent 10 € de Bitcoin tous les mois. Et à 18 ans, ils font voilà, je t'ai mis des Bitcoins de côté. D'autres, c'est ils ont 14 ans et donc il vaut mieux prendre en main l'éducation financière plutôt que d'attendre leurs 18 ans. Voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais on peut faire du plan d'achat récurrent dans le cadre d'un compte jeune, mais c'est pas exactement la même chose. Là, ça, c'est un plan Bitcoin famille. Et on a le plan d'achat récurrent qui est utilisable en dehors de la famille. Et après, on a quand même l'autre cible dont, en tant que place de marché, on ne peut pas se passer, qui sont les très pros. Ceux qui sont là pour faire du trading, ceux qui s'y connaissent, ceux qui sont là pour animer le marché, qui les spreads les intéressent, les arbitrages les intéressent. Mais il y a toute une cible un peu au milieu, très sociologiquement proche du gambling. En fait, si vous venez chez nous, tant mieux. Mais on ne pourra pas être compétitif étant donné nos atouts structurels, par rapport à des plateformes offshore qui vous proposent des frais dérisoires et qui vous proposent un casino et des leviers x100. On ne pourra pas l'être. Ok, mais au moins c'est bien de le reconnaître pour au moins dire ok, maintenant que je connais mes faiblesses, je vais plutôt mettre le paquet sur mes points forts. Exactement. Et d'ailleurs, donc, tu disais que les institutionnels, c'était vraiment l'une de vos grosses cibles. Parce qu'aujourd'hui, quand tu es un institutionnel, c'est quoi tes canaux pour acheter pour t'exposer au Bitcoin? Il n'y en a pas des masses. Parce qu'en fait, moi je pense aux OTP type CoinShares. Il faut qu'ils soient distribués. Ils sont très peu distribués aujourd'hui. Mais effectivement, aujourd'hui, déjà, il faut avoir la conviction de le faire. Et il y en a beaucoup qui n'ont absolument pas la conviction. Cependant, étant donné ce qui se passe outre-Atlantique, le discours qui est de dire maintenant, ça devient presque... C'est plus risqué de ne pas avoir de Bitcoin que d'en avoir. Et c'est un discours que maintenant BlackRock tient. C'est pas Alexandre Stachenko dans son garage, c'est BlackRock. Il y a un côté, vous êtes en retard si vous n'avez pas de Bitcoin, en fait. Alors qu'il y a encore 2 ans, c'était Bitcoin, mais vous rigolez, monsieur. Donc là, le discours a quand même pas mal changé. Et c'est plus facile de faire de l'éducation en disant, voilà, on a 15 ans de backtesting sur les paramètres financiers, le ratio de Sharpe, la volatilité, etc. En fait, on est performant. C'est pas si volatile que ce que vous pensez. En tout cas, saupoudrer dans un portefeuille, ça va pas vous déglinguer votre portefeuille. Donc, il y a un vrai discours professionnel autour de Bitcoin qui était inaccessible il y a encore 3, 4, 5 ans. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, effectivement, la question qui va se poser pour l'institutionnel, c'est les conditions dans lesquelles je peux le faire. Et c'est là que nous, on coche les cases. Régulé en France, ancien, sécurisé, tout ce qu'on veut. Et accessoirement, le fait de ne pas avoir 3000 coins n'est pas un problème pour eux. Parce que déjà, Bitcoin, ils font un effort. Donc, si on leur dit, les gars, on n'a pas Solana, la réponse sera, c'est quoi Solana? Ça ne les intéresse pas, en tout cas pas aujourd'hui. En tout cas, sur les instituts qui ont une gestion de portefeuille passive et à long terme. Si c'est du VC, moi, ça me concerne moins, parce qu'effectivement, c'est de l'investissement VC. Et d'ailleurs, juste quand on parle d'institutionnel, on va parler par exemple de conseillers en gestion patrimoine, de quoi, de fonds. Oui, alors surtout les gros... en fait, ça va être des banques privées, family office, société de gestion, gestionnaire de patrimoine, CGP, mais effectivement, assureurs aussi, ils font de l'asset management, mais c'est surtout aujourd'hui, effectivement, les plus propices, parce qu'ils sont proches de leur marché et qu'ils peuvent se le permettre. Typiquement, une banque, quand tu prends une banque dans son entièreté, il y a la banque de détail, il y a la banque machin, mais il y a la banque privée. Et la banque privée, c'est plus facile pour une banque de se lancer là-dessus, parce que comme c'est des individus qui sont fortunés, en règle générale, ils sont plus au fait, ils suivent le sujet d'argent, donc ils ont une demande qui est plus forte chez les clients banque privée que chez les clients banque de détail. Et surtout, tu prends un risque plus modéré, parce que tu peux accompagner tes clients. Donc tu peux leur dire, voilà, je vous accompagne en sur-mesure, on va mettre un petit peu de Bitcoin, on se reparle dans 2 mois. Ça, tu peux pas le faire sur du détail. Donc typiquement, une banque privée fait partie des gens qui sont, à mon sens, je l'espère, matures pour commencer à lancer des produits. Parce que la demande est là, le backtesting et l'historique de Bitcoin commencent à être quand même assez important, leur concurrence lance,
et c'est maîtrisable d'un point de vue risque parce que c'est sur une clientèle limitée. Et c'est significatif, c'est-à-dire que moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir... Enfin, ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse moins, je dirais. En réceptif, ils peuvent venir, mais je ne vais pas être dépensé de ressources pour ça. D'avoir quelqu'un qui est conseiller de gestion de patrimoine pour 2 personnes qui ont pour but de mettre 100 € d'ici la fin de l'année. Bon, ça m'intéresse qu'à moitié. À l'inverse, une banque privée ou une société de gestion, je sais pas moi, un family office, multifamily office qui a 100 millions, 200 millions, 300 millions, s'ils décident de mettre 5% d'allocation de portefeuille, bah, j'ai 15 millions avec 300. Donc c'est quand même plus intéressant. Et sur cette cible-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va aussi pouvoir monétiser par rapport à des practices de marché, jusqu'à récemment, puisqu'on a arrêté ça, mais justement, Paymium avait comme pratique de facturer des frais d'inactivité. Donc, quand on était sur Paymium, au bout de 5 ans, je crois que c'était 5 ans de mémoire, et qu'on n'avait fait aucune action, en fait, faire de la conservation, ça coûte de l'argent. Donc, en fait, on mettait des frais d'inactivité qui sont en fait classiques dans la finance traditionnelle, mais qui ne sont pas une pratique de marché dans le marché crypto, parce qu'il y a déjà trop d'argent. Donc, il y a plein de plateformes qui se disent on n'a pas besoin de faire ça. Et donc, quand tu arrivais chez Paymium, c'est un peu la stratégie là que tu as essayé d'instaurer. Ton discours a été compris directement. Très ouvert, oui, très ouvert. Et t'es arrivé, il y avait quand même peut-être des cadavres du passé. Tu parlais par exemple, cadavre, c'est un bien grand mot. Mais tu parlais par exemple des frais qu'on appelle ça d'inactivité. D'inactivité. Ouais. Il y a un legacy à gérer, je dirais. Ouais, un legacy à gérer. Comment ça s'est passé? C'était simple pour gérer ça? Il y avait aussi peut-être l'ancienne ICO, blockchain.io, je ne sais pas quelle réputation ça a aujourd'hui, mais est-ce que ça c'était un point à gérer ou pas? Oui, c'est un point à gérer parce que pour moi, si on veut se tourner vers l'avenir, il faut qu'on accepte de regarder le passé en face et surtout qu'on prenne des décisions. Parce que à court terme, c'est confortable de ne pas prendre de décision, de dire on laisse le truc puis on regarde. Mais si on analyse un petit peu ce qui se passait, effectivement, pour les frais d'inactivité, je réitère que d'un point de vue logique, oui, ça a du sens. Juste, ça ne convient pas au standard du marché. C'est pas le standard du marché. Donc, soit on dit ça convient, enfin, on s'en fout parce qu'on pense que ça a du sens, mais on constate que du coup, on n'a quasiment aucun prescripteur dans les ambassadeurs de la communauté, etc., parce que beaucoup ne veulent pas se mettre en porte-à-faux par rapport à une pratique qu'ils ne considèrent pas comme étant justifiée. Donc, voilà, chacun campe sur ses positions et à la fin, on ne fait pas d'acquisition. Soit on dit, est-ce qu'on est prêt à faire cet effort, à dire on supprime cette part du business pour juste devenir un market practice. Après, moi, j'ai mon avis sur le fait que la pratique de marché n'est pas à moyen long terme. Donc, c'est pas impossible que dans les prochaines années, d'ailleurs, les plateformes, une par une, arrivent en disant en fait, les gars, on est désolé, mais on va mettre des frais d'inactivité. Et à ce moment-là, la question se reposera. Mais pour l'instant, on n'y est pas. On va rester à la pratique de marché. Voilà, il n'y a pas de frais d'inactivité. Il y a aussi une autre façon de le dire, de valoriser. Ça peut être aussi une évolution du business model. Ça, on n'a pas encore travaillé là-dessus. D'ailleurs, on n'a rien annoncé, donc je ne vais pas faire d'annonce quelle que ce soit, mais il y a d'autres façons d'aborder le sujet. Et donc ça, effectivement, la décision a été prise de dire on fait cet effort. Parce qu'on peut annoncer autant de trucs qu'on veut derrière. Si à chaque fois qu'on fait une annonce, il y a des gens qui viennent pour dire « ouais, mais en fait, vous êtes des voleurs parce que frais d'inactivité, machin », en fait, on est retenu en arrière par notre passé, entre guillemets. Donc, hop, suppression. Et on passe à autre chose. Pour l'ICO, c'était un peu la même chose. C'est-à-dire que c'est une ICO dont je précise qu'elle n'a pas été faite par Paymium, elle a été faite par Blockchain.io, qui est une autre boîte. Après que Paymium a repris, parce qu'effectivement, l'ICO n'a pas eu le succès escompté. Et ensuite, la promesse initiale, c'était de l'activer comme frais de transaction sur la plateforme. Et donc, moi, en arrivant, ce que j'ai dit, c'est on va regarder ça, on va regarder BCIO. Quel token, donc BCIO de la plateforme Blockchain.io. Donc, qu'est-ce qui a été promis? Qu'est-ce qui a été fait? Où est-ce qu'on en est? Et effectivement, on en était à un stade où ça faisait un certain temps que la plateforme devait réactualiser son moteur de trading. Enfin, il y avait plein de développements à faire. Et puis, il y avait ce token qui était là, quoi. Et donc, ce que je disais, c'était, oui, mais où est-ce qu'on va avec ce token? Enfin, il est là, on ne va pas juste le laisser là. Donc, où est-ce qu'on va? Donc, il y avait des discussions en interne, parce qu'il y avait, même avec la communauté, il y avait des discussions, est-ce qu'on fait ci, est-ce qu'on fait ça? Mais donc, comme le raisonnement stratégique à ce moment-là qu'on avait en parallèle, donc sur les valeurs, la boîte, etc., Bitcoin first, indépendance, souveraineté, aller voir les instits, nanana. Dans tout ça, il n'y a pas de BCIO. Donc, la question, c'était, est-ce qu'on a un projet pour BCIO qui s'inscrit dans cette stratégie? Réponse non. Donc, il n'y a pas de BCIO dans la stratégie. On ne va pas prendre des ressources toute la journée pour développer un truc dont on considère qu'il va nulle part. Cependant, une fois que ça s'est dit,
Comment tu gères les clients? Comment tu gères effectivement ceux qui ont acheté le truc et à qui tu as dit qu'il allait se passer quelque chose. Et tu peux pas juste dire allez vous faire foutre, cassez-vous. Donc il a fallu trouver un compromis. Et ce compromis, c'est ce qu'on a fait, que je trouve particulièrement honnête par rapport à d'autres ICO, qui a été de dire non seulement on va activer la promesse, on avait promis le listing en frais de transaction, c'est listé comme frais de transaction. Donc littéralement, c'est la promesse. Mais on va même pas le faire comme ça. On va dire qu'on va le faire à un prix supérieur au prix maximum payé par qui que ce soit pour acheter ce token, en prenant en compte l'inflation. Donc aujourd'hui, si vous avez un token BCIO, il vous sert à payer à 0,85 € le frais de transaction par token sur la plateforme Paymium, ce qui est mieux que la promesse. Mais effectivement, le sous-jacent de ce discours-là, c'est de dire, nous, quand on récupérera les tokens, ils sont brûlés. On n'a pas pour ambition de relancer la machine. On a pour ambition de faire une sortie élégante vis-à-vis des gens qui ont investi. D'ailleurs, sur ceux qui ont investi, parce qu'il y en a plein, ils sont arrivés sur le marché secondaire, ils ont fait let's go, on achète, et aujourd'hui ils se disent il me faut machin. Non, t'as acheté sur le marché secondaire. Moi, j'ai pas de responsabilité par rapport à toi. Ouais, c'est là on parle que des investisseurs de l'ICO. Oui, tout à fait. Okay. Pour lesquels, théoriquement, encore une fois, ils ont fait si j'étais très cynique, ils ont fait un investissement, ça n'a pas marché. Ouais. Bon, voilà, ça n'a pas marché. Moi, j'ai perdu plein d'argent dans d'autres investissements. C'est même pas ce qu'on fait. Ce qu'on fait, c'est qu'on dit, pour ceux qui ont investi, eh bien, on va délivrer notre promesse avec un prix supérieur en prenant en compte l'inflation. Quand tu dis un prix supérieur, c'est vous rachetez les tokens ou juste c'est pour payer les frais de transaction? Non, pour les frais. En fait, on a sur le rachat, oui, d'accord. Sur le rachat au sens on paye sonnant et trébuchant, en fait, on était bloqué en termes d'équité par rapport à des gens qui sont déjà sortis, parce que Paymium avait lancé un programme de rachat il y a quelques années, je crois, quelques années, qui permettait aux gens de sortir le token à 3 centimes. Et donc il y a des gens qui ont pris cette porte de sortie, qui ont dit voilà, moi je préfère récupérer 3 plutôt que 0, donc j'y vais. On ne pouvait pas arriver 2 ans plus tard en disant by the way, on rajoute un programme de rachat à 20 centimes, parce que là pour le coup t'as plein de gens qui font foutez de ma gueule en fait. Donc en fait on active la promesse. Il n'y a jamais eu de promesse de rachat, nulle part. Et d'ailleurs, je pense que personne ne fait un projet en disant vous pourrez sortir à un prix supérieur. Enfin, ça s'appelle un Ponzi. Donc, on a activé la promesse et on a poursuivi cette possibilité de rachat pour ceux qui disent j'ai pas prévu de trader sur Paymium. Évidemment, la question qui se pose, c'est du coup pourquoi d'acheter des tokens. Mais j'ai pas prévu de trader sur Paymium et donc je préfère prendre une sortie à 3 centimes plutôt que autre chose. Ok, voilà. Très clair.